Bonsoir à tous, grand plaisir d'être avec vous ici ce soir. Alors la pause philo sera assurée par Clément Förster, qui est mon binôme d'études depuis plus d'une dizaine d'années, avec qui on a vraiment fait toutes nos classes, ainsi que nos 2 masters en philosophie recherche et philosophie enseignement. On est d'ailleurs les 2 seuls types encore en activité de l'Académie de Strasbourg à être titulaires de ces 2 diplômes précis. Et puis Clément a commencé à enseigner il y a déjà un certain nombre d'années, et tu viens tout juste d'avoir ton CAPES interne. Donc c'est ma manière à moi de te féliciter et de t'encourager à continuer dans cette voie-là. Tu vas donc traiter du sujet « La vérité doit-elle être indiscutable ?» et puis tu me représentes ce soir, ainsi que l'association Les Penseurs de Demain. Merci à toi. Par souci de... Est-ce qu'il y a besoin d'un micro ou tout le monde m'entend? Il faut le micro. Vous préférez le micro? Ok. C'est mieux? Oui? Ok. Alors, merci à tous d'être présents, d'être aussi nombreux. J'aimerais, avant de commencer, remercier la ville de Colmar, le pôle Média Culture, et plus précisément Madame Bichstein, c'est ça? Je prononce bien? Ainsi que Monsieur Marc Schaffner. Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour... C'est mieux comme ça? Oui. Pour cette conférence sur la vérité dans le cadre des pauses philo. Lorsque j'ai été contacté par Marc pour m'inviter à participer à cette conférence, le thème qui a été choisi par la médiathèque m'a paru d'une pertinence et d'une actualité tout bonnement idéale. Effectivement, tout le monde sait qu'à l'heure du déversement de toutes les opinions, surtout des pires d'entre elles sur les réseaux sociaux, à l'heure du complotisme généralisé, à l'heure des fake news, nous y reviendrons plus tard très amplement, à l'heure des faits alternatifs, tout semble flou, approximatif et surtout tout semble dangereux. Chacun a un avis, chacun a une opinion, et n'importe qui se transforme comme par magie en expert, tout simplement parce qu'il emporte le titre ou parce qu'il s'auto-proclame en être un. C'est toujours la même question qui va se poser pour le public face à ces experts: qui a bel et bien raison? Qui, parmi les débatteurs toujours plus véhéments, toujours plus agressifs, voire insultants, qui, parmi ceux-là, sait bien de quoi il parle? Qui a à cœur, non pas de persuader un auditoire qui est dans le vrai, ou pire, d'humilier son adversaire, mais qui a pour objectif de transmettre une vérité authentique? Il est évident que sans être soi-même expert en la matière, il semble que tout public est soumis à la bonne volonté et surtout à la capacité persuasive de l'orateur. Comment savoir, par exemple, que l'équation qu'on fait généralement entre immigration et criminalité, qui est si chère au populisme d'extrême droite, n'est absolument rien corrélative, si on n'a pas sous les yeux soi-même les chiffres qui prouvent indéniablement le contraire? La seule façon de se préserver du mensonge, de la manipulation, de l'endoctrinement, semblerait donc de posséder soi-même des connaissances sur le sujet, ou tout du moins d'être capable d'exercer un esprit critique, de douter des informations souvent lacunaires ou au mieux douteuses, fournies par ceux qui cherchent à nous persuader qu'ils sont dans le vrai. À l'heure du politiquement correct, du respect de chacun à avoir sa propre opinion sur tout et n'importe quoi, on entend de plus en plus une affirmation quelque peu surprenante, qui sert de slogan à toute la clique des experts autoproclamés et des autres charlatans. Slogan suivant: la vérité n'existe pas à proprement parler. Chacun a sa vision des choses et celle-ci doit être respectée. Alors en réalité, une telle conception n'a rien de véritablement nouveau. On la retrouve déjà dans le dialogue du Protagoras, rédigé par le philosophe grec Platon au IVe siècle avant notre ère. Pour résumer sommairement l'idée, le personnage de Socrate, maître de Platon, est aux prises dans ce dialogue avec le sophiste Protagoras, qui défend l'idée suivante, qui est passée aujourd'hui à la postérité: l'homme est la mesure de toute chose. Alors il y a plusieurs interprétations possibles qu'on peut donner à cette citation, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celle du relativisme absolu. Affirmer que l'homme est le critère des choses revient à dire qu'il n'y a rien d'universel, qu'il n'y a rien d'absolu, que le bien, que la justice, que la vérité sont reliés à la perception toujours relative de celui qui perçoit. C'est ça, l'homme est la mesure de toute chose. Il en va de même pour la sensation, c'est assez logique. Par exemple, il peut effectivement faire froid, bon là ce serait surprenant, pour un individu, et chaud pour un autre. Ça montre même de cette façon que finalement tout serait vrai. Tout dépend en définitive de qui formule la chose. Une chose qui pourrait être aberrante d'un point de vue,
mais parfaitement rationnel d'un autre. Alors, ça doit sûrement vous rappeler quelque chose. Lors de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis le 20 janvier 2017, les journalistes sur place n'ont pas manqué de remarquer la faible importance de la foule présente, surtout si on la compare à l'investiture de Barack Obama le 20 janvier 2009. Donc, photo à l'appui. Certains journalistes ont fait un travail très sérieux. Ils ont mis côte à côte des images des deux investitures. C'est ce que je vous projette. Et en réalité, j'en profite. Ça vient. Un signal. Si, c'est bon. Voilà. Bon. 2009, l'investiture d'Obama. 2017, l'investiture de Trump. Bon, pas besoin d'un dénombrement précis de la foule hein, pour s'apercevoir qu'il y a une différence quand même assez conséquente qui saute aux yeux. Sean Spicer, qui était le porte-parole de la Maison-Blanche à l'époque, va tenir sa première conférence de presse le 21 janvier 2017, le lendemain du coup de l'investiture, où il va accuser la presse d'avoir délibérément sous-estimé l'importance de la foule présente lors de la cérémonie de la veille. D'après lui, et je le cite, l'investiture du président Trump a attiré la plus grande audience à avoir assisté à une investiture, point final. Je vous laisse regarder. Alors bon, le côté péremptoire d'une telle affirmation, hein, totalement aberrante, qui plus est, si on a les images sous les yeux, en plus, c'est pas une caméra qui a pris des images, hein, c'est évidemment généralisé. Un tel aplomb n'a pas manqué de faire bondir les journalistes présents, auquel Spicer rétorquait que si on a pu avoir l'impression, la légère impression qu'il y a eu moins de monde qu'à l'investiture d'Obama, en fait c'est une pure illusion d'optique qui est générée par les bandes blanches ici présentes, qui ont été utilisées pour la toute première fois lors de l'investiture de Trump. Bon, alors on a ici deux mensonges manifestes. Le premier, personne ne croit sérieusement une seconde que la présence de ce revêtement de sol blanc change quoi que ce soit à la perception de la foule. Et ensuite, ces revêtements ont déjà été utilisés en 2013 pour la deuxième investiture d'Obama. Bon, devant des éléments tellement acculants, Spicer refuse de répondre aux journalistes et il s'en va. Le lendemain, la conseillère du président Trump, Kellyanne Conway, est invitée par Chuck Todd, un journaliste de NBC News, qui revient sur le tollé de la veille, parce qu'évidemment sur les réseaux sociaux, vous imaginez. Il lui demande d'expliquer pourquoi le porte-parole de la Maison-Blanche a fait usage d'un mensonge aussi manifeste et aberrant, à quoi elle répond, et là aussi je la cite, « Ne soyez pas trop dramatique à ce sujet, Chuck. Vous dites que c'est un mensonge. Notre porte-parole, Sean Spicer, a donné des faits alternatifs. À savoir que l'audience qui participait à l'investiture de Trump ne pouvait être ni prouvée ni quantifiée. » Alors devant un tel aplomb, le journaliste lui répond « Des faits alternatifs, ça n'existe tout simplement pas, et ce sont tout simplement des mensonges. » Et ainsi, le concept de fait alternatif si cher à la présidence Trump était né. À chaque fois qu'une information dérangeante serait diffusée, tout à chacun peut se défendre à coups de faits alternatifs. La vérité objective n'a plus vraiment d'importance, comme l'ignominieuse campagne de Donald Trump l'a montré. On peut mentir, manipuler, calomnier, humilier, tant que ça sert une idéologie et surtout tant que ça permet de gagner, puisque c'est ça l'objectif. À chaque nouveau scandale émergent, la présidence américaine accuse alors systématiquement les journalistes les ayant révélés de colporter des fausses informations, c'est les fameuses fake news. Donald Trump a même jusqu'à carrément expulser la journaliste Kaitlan Collins de CNN, en lui retirant cette accréditation de la Maison-Blanche, parce qu'elle avait posé une question au président au sujet d'une éventuelle relation entre Vladimir Poutine et son ancien avocat. Alors on sait à quel point le président américain est un expert des réseaux sociaux et se prive pas de diffuser des alternative facts, donc ces faits alternatifs, pour calomnier toute nouvelle information diffusée par la presse, des fake news. Alors je vous donne un florilège des meilleurs ou des pires, hein, c'est au choix. Alors, le 18 février 2017, Donald Trump parle d'une attaque terroriste qui aurait lieu en Suède, ce qui n'a jamais été le cas. Le 22 juillet 2017, il annonce fièrement, c'était une de ses promesses de campagne, que l'Obamacare, c'est l'assurance maladie étendue à tous, a bel et bien été supprimée, sauf qu'en réalité, à l'heure actuelle, elle est toujours
en vigueur, puisqu'il n'a pas réussi à réunir une majorité suffisante pour faire modifier la législation à ce sujet, etc., etc., etc. C'est tous les jours que des informations totalement fausses sont diffusées à partir du compte Twitter officiel du président de la première puissance mondiale. Tout ça pour dire que le souci pour la vérité n'est absolument pas une préoccupation pour la politique américaine, tout ce qui compte étant, au final, d'arriver à ses fins. Vous me direz, si le problème est cantonné de l'autre côté de l'Atlantique, pourquoi pas? Mais en réalité, c'est plus grave que ça. En Europe aussi, ce sont chaque jour des milliers de fausses informations qui circulent, les réseaux sociaux rendant la chose encore plus incontrôlable, chacun y allant de sa théorie, reprenant des rumeurs jamais vérifiées, à partir de sources, la plupart du temps, au mieux douteuses. Donc je vous donne quelques exemples, parmi les plus ridicules. 1 million de personnes ont partagé sur Facebook, 1 million quand même, que grâce à un alignement parfait de Jupiter et de Pluton, la gravité sur la Terre allait être annulée le 4 janvier 2015 pendant 5 minutes. 1 million de personnes ont partagé ça. C'est pas fini. 2 feuilles de ficus, ça pourrait vous intéresser, 2 feuilles de ficus pourraient suffire pour recharger une batterie de téléphone portable. Vidéo YouTube à l'appui. Alors bon, effectivement, il y a des expérimentations qui sont menées avec de la chlorophylle par les scientifiques. Bon, ça pourrait générer une faible tension, un peu de courant. Évidemment, hein, on est très loin de pouvoir recharger la batterie d'un smartphone. Et puis une petite dernière pour la route. Dans les rayons des grandes enseignes d'hypermarché ou chez Ikea, là les petits enfants sont rasés, drogués avant d'être enlevés, pour pouvoir être revendus. Alors bon, à part sur les réseaux sociaux, personne ne parle de cette affaire, hein, surtout pas les médias, surtout pas le gouvernement, mais justement, et vous voyez où je veux en venir, si les médias et si le gouvernement ne nous en parle pas, c'est pour ne pas créer de mouvement de panique. C'est parce qu'on nous ment. Alors, à tout cela s'ajoute le complotisme. Si on n'entend jamais parler de toutes ces choses-là, c'est parce que quelqu'un, les gouvernements, les multinationales, les sociétés secrètes, nous mentent, cherchent à nous manipuler afin de contrôler nos vies, pour s'enrichir, pour avoir le pouvoir politique, ou pour un autre objectif qui nous est caché à nous, pauvres mortels. Ainsi, j'éteins, j'arriverai après. Non, c'est sûr. Ainsi, quand on y réfléchit bien, aucune preuve ne peut suffire pour désamorcer le complotisme, puisque peu importe son niveau de véracité, étant donné que tout ce qui est avancé selon le complotiste a pour but de nous manipuler davantage, peu importe la preuve, elle fait partie du complot. Tout est complot. Tout ce qui t'aura mis cette vérité n'est qu'un complot supplémentaire. Le relativisme absolu de la vérité mène ainsi à la paranoïa complotiste, qui fait du doute non plus un outil, qui serait extrêmement utile pour ne pas se faire manipuler, mais ça va devenir un but qui empêche de se reposer sur quoi que ce soit de fixe. Alors, pour être sincère avec vous, à ce stade, je me suis dit que ça fait quand même relativement peur. Peut-être qu'un des rôles de la philosophie, ce serait d'avoir le courage de regarder en face ce fait. Effectivement, un tel diagnostic doit être posé, même aussi effrayant qu'il puisse être. Mais la philosophie ne se limite pas au journalisme. On ne peut pas se contenter de constater. On va essayer de voir ensemble dans quelle mesure la philosophie peut apporter des solutions à ce problème de relativisation de la vérité. Peut-être que la thérapie dont on aurait besoin pour passer à autre chose qu'à cette relativisation de la vérité, ce serait une revalorisation de la vérité. Au vu des dégâts causés par sa relativisation, par le règne des faits alternatifs, peut-être qu'il faudrait reconnaître que la vérité est quelque chose d'absolu. Quelque chose qui ne change pas, selon le point de vue, selon l'agenda des politiques, selon les interprétations des complotistes de tous bords. Donc, c'est ça la question qui va nous intéresser lors de cette pause philo. Est-ce que la vérité doit être quelque chose d'indiscutable ? Sur le papier, on a apparemment là de quoi couper court à la tyrannie des rumeurs, des complots et autres tromperies actuelles. C'est un mot. Hein. Il y a des faits, et pour citer le journaliste Chuck Todd, les faits alternatifs, ça n'existe pas. Chercher la vérité, ça reviendrait donc à faire le tri entre ces faits alternatifs et les faits qui ont véritablement eu lieu. Il peut effectivement être utile de se demander ce qui peut sous-tendre le discours de quelqu'un, sur quoi se basent les affirmations qu'il avance. Si les faits dont il se revendique ne disposent d'aucune assise solide, alors fort à parier que son discours ne tient pas vraiment la route.
il n'en serait pas moins dangereux. Car on l'a dit, à l'heure actuelle, c'est le panache de l'orateur qui va convaincre l'auditoire, et ce ne sera pas la véracité des propos déployés. Selon le talent de l'orateur, finalement, peu importe la véracité des propos déployés. Si la vérité est un discours qui se veut en conformité avec la réalité, elle se devrait donc d'être fondamentalement respectée, et elle ne saurait pas être remise en question. Parce que si elle est relative à celui qui la formule, qu'est-ce qui reste de solide? Qu'est-ce qui reste de fixe? Peut-être que le rétablissement du caractère absolu de la vérité pourrait suffire à exorciser les problèmes de notre époque. Peut-être, mais peut-être seulement. Peut-être qu'on va en fait beaucoup trop vite en besogne, parce qu'en réalité, si on dit que la vérité est quelque chose d'absolu, si on dit que la vérité est quelque chose d'indiscutable, on va en faire un objet sacré, dont aucune question, aucune remise en question ne pourrait être légitime. Dire de la vérité qu'elle est indiscutable, ça va revenir à en faire une idole, une nouvelle divinité absolue. Mais si la vérité ne fait que décrire les choses telles qu'elles sont, est-ce que c'est si problématique que ça d'en faire quelque chose d'absolu? Il est important d'être conscient que derrière tout discours se cache une intention. Il est important d'être conscient du fait que celui qui énonce quelque chose ne le fait pas sans s'engager d'une quelconque manière. Et cela vaut aussi évidemment pour celui qui a à cœur de relater des faits. Finalement, la neutralité, l'objectivité, on va voir ensemble, c'est sûrement des idéaux, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Prenons l'historien par exemple, celui qui fait chronique des événements méritant, selon lui, d'être retenu dans la mémoire collective. Ne risque-t-il pas de faire de son point de vue sur les faits observés une vérité inquestionnable? Faire de la vérité un absolu, on va le voir, ça pourrait peut-être causer bien plus de problèmes que ça pourrait en résoudre. Pour la simple et bonne raison que derrière cette ambition de dire le vrai, de relater des faits réels, tels qu'ils se seraient déroulés, pourrait bien se cacher en réalité un agenda idéologique de la part de celui qui relate des événements ayant eu lieu. Ou pire, il peut être de bonne volonté, ne pas chercher à manipuler ou à faire passer un message, mais le caractère foncièrement et toujours relatif de son point de vue, on le verra, rendrait finalement toute absolutisation, toute tentative de faire de son point de vue quelque chose d'indiscutable, une entreprise illégitime par nature. Donc, pour résumer les choses, rendre la vérité indiscutable pourrait d'un côté nous libérer de la domination des rumeurs et de la manipulation, mais de l'autre côté, ça ferait courir un risque non moins problématique, celui de voir des interprétations sur la réalité, se disant véridiques, ou pire, l'étant, imposer leur tyrannie sur d'autres conceptions des choses. Sans oublier un dernier point, ça va être assez conséquent en une heure, je ne vous le cache pas. Si on fait de la vérité quelque chose d'indiscutable, ça risque d'entraîner dans le domaine des sciences et dans le domaine de la connaissance un immobilisme total. Si on ne peut plus remettre en question les choses qui ont été établies comme vraies, les choses qui ont été prouvées, les choses qui ont été attestées, expérimentées, comment est-ce qu'on fait lorsque d'autres preuves viennent invalider la vérité de départ? Si elle est indiscutable, on les ignore? Donc faire de la vérité quelque chose d'indiscutable, ça interdirait peut-être aussi toute évolution possible dans le domaine de la connaissance. On peut commencer. Donc on a un programme quand même assez ambitieux. Alors je fais pas attention à la remarque, donc il faut me dire... Tu disposes à peu près d'une demi-heure encore, 35 minutes, allez. Bon, je transpire déjà. Alors, commençons par le commencement. Oui, la vérité c'est quelque chose qui doit être indiscutable. Rappelons juste sommairement la définition qui donne à la vérité ses caractéristiques. La vérité c'est un jugement, donc un discours formulé, qui porte sur un objet, et la particularité de ce jugement, c'est d'être en conformité avec son objet. Dire la vérité, c'est donc tout simplement décrire les choses telles qu'elles sont. La vérité, c'est une coïncidence entre ce qui est dit et ce sur quoi ce qui est dit a été formulé. Un exemple tout simple, si je vous dis que l'eau bout à 100 degrés et que c'est une vérité, c'est parce que quand on mesure la température d'ébullition de l'eau des pâtes, le thermomètre indique 100 degrés. Bon, rien de très compliqué, rien à redire ici, la vérité constate des faits, et c'est de son rapport direct avec la réalité qu'elle pourrait bien tenir sa légitimité. Du coup, on a aussi de ce fait le critère déterminant pour différencier vérité et erreur. Si la vérité est conforme avec ce sur quoi elle formule un jugement, l'erreur est en décalage. Si je dis par exemple qu'on était 3000 à assister à cette conférence passionnante, alors qu'en réalité on était 10, facile de voir le décalage.
La véracité d'une affirmation se mesure alors toujours apparemment à l'aune des faits. C'est ça qui caractérise l'objectivité d'un jugement. Si je parle bien des faits tels qu'ils se sont déroulés, ou tels qu'ils se déroulent face à moi, alors je dis bien le vrai. En sachant qu'en plus, il y a deux types d'erreurs, l'erreur volontaire ou l'erreur involontaire. Parce que j'ai été quelque peu discret, je peux croire être dans le vrai quand j'affirme qu'on est 3000. Mais c'est plus la même chose quand j'affirme cela avec l'intention de monétiser ce que je suis en train de faire. Le menteur n'est pas un étourdi, évidemment. Il sait toujours ce qu'il fait. Il engage toujours son intention et sa pleine conscience quand il déforme un fait. Et la plupart du temps d'ailleurs, son intention, c'est servir son intérêt personnel. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la vérité, sur l'erreur et sur le mensonge, qu'est-ce que l'inquestionnabilité de la vérité pourrait bien nous apporter? Alors, on a vu sommairement le risque à laisser le champ libre aux rumeurs, aux on-dit, aux alternative facts, aux mensonges. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui s'est produit. Si on fait de la vérité quelque chose d'indiscutable, peut-être qu'on pourrait ainsi donner un point de référence, un jalon fixe dans la réalité qui ne changerait pas en fonction des humeurs de chacun. Revenons un instant sur le préjugé xénophobe dont on a parlé rapidement. L'immigration entraîne la criminalité. Alors, on ne peut tenir une telle hypothèse que si celle-ci revêt un degré d'objectivité suffisant pour la rendre au moins vraisemblable. Et c'est facile à mesurer. Il suffit de regarder les faits. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Des pays qui ont des capacités d'accueil de population d'immigrés bien plus conséquentes que d'autres ne rencontrent pas plus, voire même moins, de problèmes de criminalité. Alors, j'ai pas les chiffres. Donc, c'est sérieux. Bon, à quoi vous pouvez me répondre? Dans ce cas-là, j'ai pas les chiffres, et puis fake news. Mes informations sont pas factuelles, je dis n'importe quoi. Alors, qui a raison? Entre moi qui avance cette hypothèse, et quelqu'un qui me dit fake news, vous mentez. Alors, c'est extrêmement difficile pour le public de trancher. Pour la simple et bonne raison que ce qui fausse la perception du débat, c'est avant tout le charisme des orateurs en présence. Si l'un des deux l'emporte en présence scénique sur l'autre, même les pires aberrations pourraient passer. Sans oublier une chose, un bon orateur peut parfaitement emporter l'adhésion de toute la foule, pas parce qu'il avance des données factuelles et probantes, mais tout simplement parce qu'il sait mieux faire usage de la parole. Alors, vous avez ça dans l'art d'avoir toujours raison, du philosophe Arthur Schopenhauer, où dans ce bouquin, le philosophe donne à ses lecteurs les armes pour se sortir d'un débat où on est en train de perdre la partie finalement. La personne en face est plus intelligente, elle est meilleure, elle a des informations vraies, et du coup on a du mal à s'en sortir. Schopenhauer nous conseille de traiter l'art oratoire comme une tactique militaire finalement. Il faut cibler la faiblesse de l'adversaire et taper dedans, sans se poser de questions. L'orateur se doit d'être machiavélique finalement, et doit être capable de faire feu de tout bois s'il veut remporter l'adhésion du public. Et les pires arguments, les pires méthodes seront bonnes à prendre, dès lors que ça nous permet de gagner la joute. Le philosophe conseille alors d'une certaine façon de ne pas hésiter à conspuer, décrédibiliser, voire même carrément insulter l'adversaire. Si un petit mensonge bien placé le fait passer pour incompétent, voire idiot devant tous les autres, et si ça nous permet de gagner, pourquoi s'en priver? Alors bon, c'est difficile de ne pas voir dans ce que Schopenhauer décrit au XIXe siècle le quotidien de notre démocratie élective. Les prétendants s'affrontent pour emporter les suffrages, les pires ignominies sont parfaitement justifiables, dès lors qu'en décrédibilisant l'autre, on peut gagner. Il suffit de se souvenir du débat Trump-Clinton, le débat Macron-Le Pen, pour voir que nos politiciens sont d'assidus lecteurs de Schopenhauer, c'est un fait, et savent utiliser la rhétorique comme un général impitoyable sacrifie ses troupes, pour qui la fin justifie toujours les moyens. Alors, maintenant qu'on a constaté ça, qu'est-ce qu'on peut proposer pour faire en sorte que le public, que nous, ne soyons pas totalement esclaves de la rhétorique des orateurs? C'est l'objectif de Platon, dans le dialogue du Gorgias. Alors dans ce dialogue, on a Gorgias, un célèbre sophiste de la ville d'Athènes, qui soutient devant Socrate que la rhétorique le rend tout-puissant. Parce qu'il sait bien s'exprimer, c'est lui le maître de la cité. Peu importe finalement qu'il sache ou non de quoi il parle, tout ce qui va compter en définitive, puisque c'est un bon orateur, c'est d'utiliser les bonnes astuces pour pouvoir avoir l'air de connaître son sujet. Et c'est la seule chose qui compte. Puisqu'il est doté de capacités persuasives exceptionnelles, l'orateur est à même de convaincre la foule à le suivre, plutôt que l'expert. Ainsi, c'est un exemple qui est donné dans le dialogue, si un orateur particulièrement doué se retrouve devant un patient et qu'un médecin l'accompagne,
D'après Gorgias, l'orateur est capable de persuader le patient que le remède proposé par le médecin tient pas la route et que lui, l'orateur, sera de meilleurs conseils. Finalement, c'est la figure du charlatan qu'on a là. Le beau parleur capable de faire avaler les pires aberrations, uniquement parce qu'il manie parfaitement le verbe. Du coup, c'est pas le fait de détenir la vérité qui donne un quelconque pouvoir, un quelconque statut, ni la moindre légitimité. C'est la capacité à faire croire qu'on est dans le vrai. Tout bon commercial qui se respecte est finalement un fervent adepte de Gorgias. Alors bon, il y a de quoi être révulsé devant un tel discours, hein, évidemment. Socrate va essayer de reprendre ça. D'après lui, le problème, c'est pas la rhétorique, mais c'est l'intention selon laquelle celui qui maîtrise la rhétorique la pratique. La rhétorique peut être particulièrement utile dans le domaine public, par exemple, dès lors qu'elle sert, entre autres, dans le domaine de l'instruction de la jeunesse. On sait tous à quel point un cours, par exemple, à l'école, peut être métamorphosé, passant d'une torture interminable à un moment plaisant qui file trop vite, selon le talent oratoire de l'enseignant. Mais tout bon enseignant qui se respecte n'a qu'un seul objectif, l'amélioration du public face à lui. Donc pour ce faire, il transmet une chose, et uniquement cette chose-là, des connaissances. C'est la vérité qui est le contenu de l'enseignant du bon orateur. Et cette transmission rend sa fonction légitime et nécessaire pour toute la communauté. Du coup, Platon voit ici, dans la transmission de la vérité, un bien absolu. Quelque chose qui serait utile et qui serait nécessaire et qui nous permettrait à nous, public, d'avoir les éléments pour ne pas être manipulés par les orateurs. C'est ça qui nous intéresse. En quoi ça pourrait nous aider à ne pas être esclaves du charisme des orateurs? Alors revenons sur l'exemple qu'on avait employé avant. Prenons l'exemple d'un commercial travaillant pour un laboratoire pharmaceutique. Beau parleur expérimenté, aucun client jusque-là ne lui a résisté. Sa prochaine mission l'entraîne dans une conférence médicale où il a pour objectif de vendre un nouveau vaccin. Il a un argumentaire déjà préparé, qu'il connaît par cœur, donc il vante les mérites de son produit devant un parterre de pharmaciens. Ils sont très peu informés sur le produit en question, ils n'y connaissent pas grand-chose en termes d'immunologie. Du coup, fort à parier que leur capacité à se séduire sera conditionnée foncièrement par le talent du commercial à les persuader de l'avantage du produit vendu. Donc, la vente, elle se fait sans problème, puisque notre commercial est doué. Mais imaginons un instant que la prochaine des conférences se joue devant des médecins spécialistes de l'immunologie, au fait des dernières recherches en matière de vaccination. Alors là, ça sera plus compliqué. Là, le talent rhétorique du commercial ne lui sera d'aucun secours pour vendre un vaccin dont il ne connaît au final pas grand-chose, à part ce qu'il a appris par cœur. Les spécialistes ne se laissent pas séduire par son beau parler, et ne sont sensibles qu'à une seule chose, les propriétés factuelles du vaccin en question. Alors, où est-ce que je veux en venir? Alors que les pharmaciens se laissent persuader par le vendeur, les spécialistes, eux, n'acceptent qu'une seule chose, se faire convaincre. Du coup, on a une différence entre la persuasion et se faire convaincre. La persuasion, elle peut passer totalement par la rhétorique, par les effets de manche, par la présence scénique de l'orateur. Or, pour être convaincant, il faut avancer avant tout un argumentaire rationnel qui emporte une adhésion réfléchie et en connaissance de cause. Si les spécialistes ne peuvent pas se faire manipuler par le charlatan, c'est parce qu'ils savent une chose capitale, il ne sait pas de quoi il parle en fait. Son objectif n'est pas d'avancer un argumentaire véridique, de faire avancer la recherche, il est là pour vendre son produit. Du coup, ils ne sont pas manipulables parce qu'ils possèdent une connaissance. Donc Platon en arrive à la conclusion suivante. C'est une conclusion qui revient assez régulièrement dans ses dialogues. La vérité est quelque chose de fixe, d'indiscutable, et celui qui possède la vérité sera heureux, et surtout sera libre des manipulations des orateurs. En fait, à part un public éduqué, personne ne peut résister aux assauts d'un charlatan. La capacité à penser par soi-même, à développer un esprit critique et autonome, c'est, selon Platon, ce qu'on arrive à acquérir quand on a la vérité. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations, finalement, pour être capable de douter d'une information douteuse. Il suffit juste de posséder un savoir indiscutable, que tout le monde possède, finalement, assez rapidement. Mieux vaut ne rien savoir que croire des choses fausses. Difficile de remettre en question une vérité aussi salvatrice. Du coup, le caractère indiscutable de la vérité vient en partie de sa capacité à donner aux hommes de quoi se prémunir des fausses croyances, des rumeurs et de la manipulation. Et d'ailleurs, d'après Platon, c'est à cette seule condition qu'une démocratie ne dégénère pas en tyrannie. Si le peuple n'est pas éduqué, ne possède aucune connaissance,
s'il y a une masse anonyme d'ignorants, alors le premier orateur talentueux qui arrive aura toutes ses chances d'emporter les élections. Et qui sait ce qui va le motiver une fois qu'il sera au pouvoir. Alors qu'un peuple éduqué, en face, ne prête pas vraiment d'attention qu'à une seule chose, les preuves, les faits, la vérité qu'on pourra déployer devant lui. Donc, la vérité doit être indiscutable, apparemment. Il faudrait qu'on se révolte un peu plus devant le concept de fait alternatif, le concept de vérité relative. Les faits sont des faits. Et les rendre discutables, d'une certaine façon, c'est vouloir réécrire l'histoire. Méfions-nous toujours de ceux qui veulent nous persuader que quelque chose, ayant pourtant été attesté, prouvé, démontré, est faux. Leur intention n'est que très rarement désintéressée. Sans compter que si la vérité est relative, alors plus rien n'est vrai, plus rien ne peut servir de jalon fixe dans le réel. Tout est toujours soumis aux réévaluations permanentes, dont aucune ne peut avoir plus de légitimité que les autres, vu qu'elles sont toutes relatives. Il y a de quoi avoir le tournis finalement et de quoi être désespéré. C'est pour ça que la vérité devrait être indiscutable, donc parfait, on a bien fini en avance. Non, bien sûr, ce serait trop beau en fait, hein. Même s'il y a de quoi être satisfait, puisqu'on arrive apparemment à désamorcer le complotisme, les faits alternatifs, les rumeurs, c'est pas si satisfaisant que ça. Ça peut causer beaucoup plus de problèmes apparemment que ça en résoudrait. C'est ça la philosophie finalement. On résout rien, on rajoute des problèmes sur des problèmes, vous allez partir plus frustré que vous étiez arrivé. Je suis désolé. Le problème, c'est quand on se met à considérer un propos comme vrai, et donc du même coup indiscutable. Ça veut dire que ceux qui constatent des faits donneraient donc des versions indiscutables des faits. Or, est-ce que dans le simple fait de constater des faits, il n'y a pas toujours une logique de point de vue qui rentre en compte? Autant il faut être particulièrement méfiant vis-à-vis de ceux qui veulent nous persuader avec des discours sans fondement sérieux, mais autant il faut aussi se méfier de ceux qui prétendent défendre une vérité indiscutable. Ils ne sont pas libres de tout soupçon non plus. Alors effectivement, si on prend la peine d'y réfléchir, la vérité a pour critère fondamental un rapport qui veut objectif à la réalité. Mais est-ce qu'un discours vrai doit être respecté au point de ne jamais être remis en question? On s'intéressait rapidement avant à la figure de l'historien. L'historien, c'est celui qui se donne un seul et unique objectif apparemment, relater les faits tels qu'ils ont lieu. Et donc l'objectif de l'histoire, ce serait relater objectivement le passé. Donc personne d'autre que l'historien n'aurait un souci plus conséquent pour la vérité. L'histoire, étymologiquement, c'est l'enquête. Historien en grec, ça veut dire enquête, c'est-à-dire un travail minutieux de collection des faits. Et les faits les plus marquants, qui mériteraient d'être relatés plus que les autres, ce seraient ceux qui entraîneraient des ruptures, et les ruptures les plus radicales. Le grec Hérodote, par exemple, qui est le premier historien d'histoire, nous donne l'exemple avec ses histoires où il s'intéresse à l'Empire perse, et il raconte, entre autres, les guerres médiques, entre les Perses et les Grecs. Donc les histoires d'Hérodote, c'est le texte le plus ancien qui nous soit parvenu, qu'on date à, bon je dis ça, je dis rien, à moins 445 avant notre ère. On va retrouver la même logique chez l'historien Thucydide, qui est un contemporain d'Hérodote, dans sa guerre du Péloponnèse. L'objectif, c'est raconter les faits les plus marquants, et d'après eux, les faits les plus marquants, c'est les guerres. C'est ça qui marque les plus grandes ruptures dans l'histoire des sociétés. Ça va être Thucydide qui va mettre au point la méthode de l'historien et sa déontologie, c'est ça qui nous intéresse, l'objectivité. Celui qui veut tenir une chronique des faits, donc celui qui veut être historien, doit faire cet objectif d'une manière extrêmement minutieuse. Et cette manière minutieuse, elle passe avant tout par un contrôle strict des sources. Il faut multiplier les témoignages, il faut ne prendre en compte que la version de ceux qui ont assisté aux faits, au mieux y avoir assisté soi-même. Ce serait ça des conditions nécessaires pour faire un travail d'historien digne de ce nom. Mais pourquoi se donner tant de mal pour avoir un regard si exhaustif sur les faits? En faisant le tri entre ce qui mérite d'être sauvegardé et ce qui peut tomber dans l'oubli, l'historien va finalement constituer la mémoire collective d'un groupe. Il va en structurer l'identité autour d'événements que ce groupe, à partir de l'historien, aura jugé comme capitaux. C'est l'historien finalement qui contribue à l'identité sociale et qui va constituer une mémoire collective pour une société. Par exemple, quand Thucydide raconte la guerre du Péloponnèse,
qui oppose les cités grecques entre elles, il va fonder le sentiment d'appartenance des Grecs à une histoire commune. Du coup, quel rapport avec notre sujet? L'historien, c'est celui qui dit l'histoire. Celui qui a souci de retenir les faits tels qu'ils se sont passés avec la plus grande objectivité possible. Donc, on a ici un cas où la vérité est indiscutable. Si l'historien est un enquêteur sérieux, qu'il a bien vérifié ses sources, mieux encore, s'il a assisté aux faits, ce dont il témoigne est apparemment indiscutable. Donc toute la légitimité de l'historien repose sur un élément extrêmement problématique, sa capacité à la neutralité, sa capacité à l'objectivité la plus totale. Or, on sait parfaitement que derrière tout discours qui prétend diffuser la vérité, il y a un risque idéologique. Celui qui dit « mon discours est véridique », ce que je dis c'est vrai, du même coup, rend son discours légitime. Si ce que je dis est vrai, pourquoi voulez-vous remettre en question ce que je dis? Toute critique devient de ce fait automatiquement suspecte, passe pour révisionniste, voire même négationniste, vu que je ne fais que décrire une réalité objective dans mon discours que vous voulez critiquer. Pourquoi voulez-vous faire ça? L'histoire, on le sait, est et a toujours été une arme de propagande politique. Déjà les cités grecques dont on parlait avant l'utilisent pour galvaniser leurs membres. On peut prendre l'exemple de la bravoure des Lacédémoniens. Alors, ils ont parti défendre la Grèce à quelques centaines contre des dizaines de milliers d'envahisseurs perses. Le roi Léonidas à leur tête. Alors bon, on sait que les Spartiates sont... Plein écran. On sait que les Spartiates sont experts en art militaire, surtout les hoplites. Alors, ça ne marche pas. Bon, je laisse comme ça. Donc, ils arrivent à défendre, donc c'est le petit carré bleu là, ils arrivent à défendre pendant des jours les Thermopyles, un lieu qui est géographiquement à leur avantage, hein, pour que l'armée hyper considérable des Perses arrive à passer, il faut qu'elle passe par ce tout petit corridor. Et du coup, en étant beaucoup moins nombreux, mais avec des tactiques militaires beaucoup mieux développées, chacun qui protège son voisin de gauche avec son bouclier, ils font des lignes, donc ils se relayent inlassablement les uns les autres. Apparemment, ils auraient réussi à tenir presque même à gagner. Sauf que l'un des leurs, vous voyez, il y a une petite flèche là, les trahit, et les Perses les prennent à revers, et les massacrent jusqu'au dernier. Alors bon, évidemment pas jusqu'au dernier, parce que sinon, on ne saurait pas ce qui s'est passé. Alors, ça sonne quand même bien, hein, l'histoire glorieuse du roi Léonidas et de ses hoplites. Bon, on sait que cet épisode des guerres médiques a contribué énormément à liguer les cités grecques, qui étaient rivales, voire même ennemies à l'époque, contre les Perses. Et c'est ça qui leur a permis, à peu près un an après, de repousser cette invasion dans la bataille de Platée. Tous ces événements sont comptés par un grec. Soyons sérieux un instant, est-ce qu'on peut vraiment croire à l'objectivité absolue d'un tel discours? On sait, c'est un fait que les hoplites étaient moins nombreux que les Perses, les hoplites Sparte, mais pas un rapport de 1 contre 100 ou de 1 contre 1000, évidemment. Sauf que cette petite mystification a certainement permis de galvaniser les cités grecques qui hésitaient encore à prendre les armes contre l'empereur perse Xerxès, qui a envoyé des émissaires dans toute la Grèce pour essayer de négocier une paix. Et je le rappelle sans oublier une chose, c'est un grec qui raconte l'histoire d'une invasion contre sa patrie. D'accord, l'objectivité est un devoir pour l'historien, mais on n'est pas naïf au point de croire qu'Hérodote n'idéalise pas, intentionnellement ou pas, la figure de Léonidas et qu'il exagère, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la bravoure des hoplites, spartiates et athéniens. L'historien a à cœur de conter la gloire de la Grèce, comment les cités rivales ont su s'unir face à l'envahisseur barbare, beaucoup plus nombreux, à partir du sacrifice courageux de quelques-uns de ses soldats les plus talentueux et les plus dévoués. Ça sonne vraiment, vraiment très bien. Et généralement, quand ça sonne si bien, c'est que ça sonne beaucoup trop bien. Évidemment, l'histoire peut parfaitement être un outil de propagande politique. On en a là un exemple. Cette logique de tri, on la retrouve chez l'historien Polybe, qui est un historien grec du IIe siècle avant notre ère, qui est témoin de l'expansion de la domination romaine sur le monde connu. Alors il va en tirer, je résume rapidement la conclusion suivante, il y a un genre de logique dans l'histoire qui se réalise,
Et cette histoire, pour lui, cette logique, c'est la suprématie de Rome qui devait arriver. Et d'où le célèbre « l'histoire est écrite par les vainqueurs ». Ce qui est assez facile à comprendre si on est bien conscient du fait que cette histoire, elle est écrite après que les Romains furent vainqueurs. Le risque le plus conséquent dans l'histoire, en fait, c'est l'oubli. Une fois les Romains arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effacé absolument des chroniques, toutes les exactions qui furent les leurs. Ils ont interdit toute histoire autre que l'histoire officielle qui raconte comment Rome a civilisé les peuples qu'elle a fédérés. Quand les vainqueurs écrivent l'histoire, ça ne veut pas dire que l'histoire se réalise dès ses prémices d'après leur volonté, mais ça veut dire qu'elle est écrite par eux, dans le sens où c'est leur produit de leur interprétation des faits qu'on va retenir. Du coup, il y aurait toujours deux types d'histoires finalement. Une histoire officielle, qui retient les événements en faveur d'un pouvoir politique en place, et une histoire officieuse, censurée, qui contredit la plupart du temps la première. L'officielle est écrite, l'officielle est conservée, voire même glorifiée. La seconde passe par la transmission orale, elle est secrète, elle est cachée, et du coup elle aura beaucoup plus de chances de disparaître. Toute la question est de savoir, est-ce qu'une seule de ces deux histoires est plus objective que l'autre? Est-ce qu'un des deux camps est indiscutable dans sa version des faits? Si on reprend l'exemple de la bataille des Thermopyles et qu'on compare des notes prises sur cet événement par un historien du côté grec et par un autre du côté perse, est-ce qu'on n'est pas assuré d'avoir des récits totalement divergents finalement? Bon, on pourrait dire un est moins objectif que l'autre, un des deux sert une idéologie politique et veut glorifier son camp, mais même sans ça, si tous les deux avaient pour objectif de faire un travail honnête d'historien, c'est-à-dire donner à voir les faits tels qu'ils se sont produits, est-ce qu'on n'a pas quand même devant nous deux récits qui sont fondamentalement conditionnés par le point de vue de ceux qui vont les relater? Alors je passe rapidement là-dessus. Vous avez ça dans La crise de la culture de Hannah Arendt, qui elle rédigeait dans les années 60 où la tendance en histoire c'est le révisionnisme voire le négationnisme. Et ça lui pose quand même problème, parce qu'on va avoir des savants extrêmement sérieux pourtant, qui vont remettre en question l'existence objective de 6 millions de morts dans les chambres à gaz, dont le tristement célèbre Robert Faurisson, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Arendt part d'un principe très simple en fait. L'histoire est le produit d'interprétation. Pour la simple et bonne raison que l'historien fait le tri, de toute façon, entre ce qu'il décide de garder et ce qu'il ne gardera pas. Mais ce tri, il est fait à partir des faits, et pas à partir de l'agenda idéologique personnel de l'historien. C'est ça qui est important. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à votre problème? Seuls les faits sont indiscutables, finalement. L'histoire raconte à leur sujet, elle varie toujours, selon celui qui se prononce. L'histoire aurait donc un statut quelque peu paradoxal. D'un côté, il y a un appel au devoir d'objectivité, mais de l'autre, on est obligé de reconnaître l'irréductible part d'interprétation qu'elle comporte. Celui qui voudrait faire d'une hypothèse historique une vérité indiscutable mériterait alors qu'on soit méfiant vis-à-vis de lui. Il y a souvent bien plus qu'un simple devoir de mémoire derrière son intention. Pour pouvoir juger de la véracité d'un fait, mieux vaut accepter que l'histoire soit plurielle finalement. Au mieux, chacun des récits contribue à éclairer davantage comment les faits se sont effectivement déroulés. Mais entre deux récits tout aussi probes, tout aussi sérieux, tout aussi documentés l'un que l'autre, aucun doit être privilégié. En tout cas, pas au nom d'une prétendue objectivité historique qui de toute façon est irréalisable. Donc, c'est problématique pour l'histoire, mais il y a peut-être un domaine, dernier domaine que j'aimerais aborder, dans lequel la vérité pourrait être objective, pourrait être neutre, pourrait être indiscutable. Ce serait le domaine scientifique. Peut-être que là, on aurait le dernier bastion, d'où la vérité pourrait être irréfutable. Donc on va avancer sur un terrain extrêmement technique, extrêmement glissant, le terrain de la science. Je vais dire beaucoup de bêtises, je vous préviens. Alors, c'est la science qui se donne pour objectif premier de formuler des vérités. Et pour ce faire, elle passe par l'acquisition de connaissances. Donc, ce serait une entreprise continue, un projet entamé par le premier des hommes qui se serait posé la question suivante, pourquoi? Et qui aurait cherché à répondre à cette question afin de comprendre le mode de fonctionnement du réel qui l'entoure. Toute la question est de savoir comment fonctionne la démarche scientifique. Et qu'est-ce qui la distingue du travail d'un critique d'art, du travail d'une diseuse de bonne aventure, ou du travail d'un historien qui cherche aussi finalement des questions
aux questions pourquoi, comment, etc. La science, en réalité, vise un seul objectif, la confirmation d'une hypothèse à l'aune de faits. Le scientifique ne se contente pas de formuler des théories invérifiables. Il est conscient que le degré de véracité de ce qu'il formule sera apprécié à la mesure d'une seule chose, une confrontation avec les phénomènes. À titre d'exemple, comment les Grecs, par exemple, pouvaient déjà formuler l'hypothèse selon laquelle les astres, dont la Terre était sphérique, il suffit de lever les yeux. Rien dans ce que l'on constate ne va contre l'hypothèse selon laquelle les astres sont sphériques. Donc, ça montre que la science a toujours eu à cœur de donner à voir les choses telles qu'elles sont. Comme cet exemple le montre. Elle s'est toujours référée aux choses, à la réalité, comme critère qui servirait à valider des hypothèses. Alors, la méthode scientifique fonctionne tout d'abord à partir d'hypothèses, ensuite d'expérimentation, puis d'observation, afin de valider ceci. Je vous donne un exemple tout simple. On postule que la lumière est nécessaire à la croissance des plantes. Pour valider cette hypothèse, c'est facile. On va observer une plante qu'on a mise dans un environnement ensoleillé et voir si elle pousse. Si c'est le cas, notre hypothèse est vraie. Toute la question qui nous intéresse ici, c'est de savoir si, puisque mon hypothèse, scientifiquement parlant, devient vraie, est-ce qu'elle devient du même coup indiscutable. Alors, il est vrai que les scientifiques ont l'habitude d'être particulièrement attachés aux résultats de leurs travaux, qu'ils ont tendance à les juger définitifs dès lors qu'ils auraient été validés. Il est facile de comprendre que même le plus désintéressé des hommes ressent quand même une satisfaction assez conséquente à voir ces hypothèses devenir des vérités. Et que du même coup, il ne serait que guère ravi de les voir remettre en question par quelqu'un d'autre. Le célèbre philosophe allemand Nietzsche conseille d'ailleurs de se méfier tout particulièrement de ceux qui prétendent être désintéressés et de se lancer dans la recherche de la vérité pour cette raison. Quand on dit la vérité, quand on cherche à établir la vérité, derrière ce singulier englobant, ce la vérité, se joue en fait une affaire d'ego, d'après Nietzsche. Un savant qui dispose d'un minimum d'honnêteté intellectuelle sera conscient que tout ce qu'on formule ne sera jamais une vérité définitive. Principalement, d'après Nietzsche, parce que la réalité connaît des changements permanents. C'est la critique et le doute qui devraient être, d'après lui, l'outillage scientifique par excellence. Et les savants qui prétendent atteindre des vérités ultimes, des vérités indiscutables, ne seraient en réalité que des hommes de foi déguisés. Ils seraient tant attachés à leur idée, à leurs hypothèses, que toute la méthodologie scientifique, dont pourtant ils se réclament, leur serait inaccessible. Ça, c'est facile à comprendre. Hein. Comment voulez-vous être probe et critique si votre seul objectif, c'est de montrer que vous avez raison? On peut prendre l'exemple... Non, on n'a pas le temps, c'est pas grave. Alors, Nietzsche a l'habitude de comparer les scientifiques à des enfants, qui brandissent un peu la vérité comme un nouveau-né agiterait un rocher. Ils y tiennent, plus que tout. Ils refusent de voir leurs préférences remises en question, peu importe le degré de probité et de critique qu'il y a face à eux. Or, si tout scientifique partait du principe que ce que les autres ont établi avant lui est vrai, donc tout le travail de recherche de la vérité, puisqu'il est vrai, prouvé, attesté et indiscutable, alors quelle avancée est-ce qu'on pourrait espérer voir naître dans le domaine de la connaissance de la réalité? C'est tout ce qui a été avancé par les autres et indiscutable. En fait, on s'aperçoit assez rapidement que les avancées technologiques des époques sont ce qui nous permet d'avancer dans la recherche de la vérité. Et que ce sont là les facteurs décisifs de la révision de notre compréhension des choses. Je vous donne un exemple tout simple. Giordano Bruno, qui est un moine du XVIe siècle, postule que l'univers est infini. Ce qui à l'époque fait scandale, hein, puisque l'univers est limité au système solaire, dont le centre est la Terre. Alors, si Bruno avance cette hypothèse, c'est pas uniquement à partir de sa fantaisie personnelle, c'est aussi parce qu'à l'époque se développent des lunettes astronomiques qui permettent d'observer le ciel de manière beaucoup plus précise qu'avant. Et du coup, des hypothèses qui avaient déjà été vues au 5e siècle avant notre ère, par les philosophes Démocrite, Épicure, etc., se voient validées par les inventions technologiques de cette période. Du coup, si on ne remet pas en compte des vérités qui paraissaient pourtant indiscutables, ça paraît extrêmement compliqué de faire progresser la connaissance qu'on a du réel. Pareil avec l'invention des premiers microscopes, vers la fin du XVIe siècle. Et surtout,
à partir de leur perfectionnement à la fin du 19e. Avant cette période, qui aurait cru que les corps visibles étaient composés de corps minuscules, et surtout des corps minuscules qui ne leur ressemblent en rien. Donc, on ne peut pas concevoir le vrai comme quelque chose d'immovible une fois qu'il a été constaté, parce que sinon on va frapper la science d'immobilisme. Et on va aussi risquer de faire de la vérité d'une époque, qui est conditionnée par le niveau d'avancée technologique d'une époque, ben on va faire de cette vérité une vérité atemporelle. Ce qui va perdre toute crédibilité. Je vous donne un exemple. Le géocentrisme, la Terre est au centre du système, est tout à fait vrai. À partir du moment où c'est énoncé par un astronome grec, parce que son jugement s'accorde à la réalité qu'il perçoit et aux ustensiles scientifiques qu'il dispose pour connaître la réalité. Mais sous prétexte que ceci est une vérité à son époque, ça ne doit surtout pas faire de son hypothèse quelque chose d'irréfutable. Ce serait aberrant, on le sait. Encore une fois, c'est à l'aune des faits que doit se mesurer une hypothèse. Et de ce fait, du coup, plusieurs hypothèses concurrentes peuvent toutes être considérées comme vraies, dès lors qu'elles décrivent un phénomène qui se produit réellement. Donc, aucune vérité ne doit être jugée comme indiscutable. Ça irait par définition contre toute la démarche scientifique, qui préconise plutôt l'ajustement des hypothèses aux résultats des expérimentations. Je n'ai pas vraiment le temps de développer cette histoire d'expérimentation. Donc si dans les questions vous voulez... Oh, je sais, j'ai bientôt fini. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est là. Donc je pourrais développer suffisamment. On est plus dans une optique de hypothèse, expérimentation, et en fonction du résultat d'expérimentation, c'est ça la méthode d'expérimentation scientifique, hein, soit on confirme l'hypothèse, ça devient une vérité, soit on l'infirme, on la corrige pour voir dans quelle mesure on pourrait la tester. Si ça vous intéresse, je pourrais en dire plus après. Donc, concluons de tout cela. La question de savoir si la vérité doit être indiscutable ou non pose bien plus de problèmes qu'apparemment. J'ai même pas eu le temps en une heure de faire le tour. En un an, on n'aura pas le temps de faire le tour. Donc ça paraissait quand même être une bonne idée, hein, faire de la vérité quelque chose d'indiscutable. Puisque ça permet de se protéger des fausses informations, des manipulations. Mais on a vu que dans bien des domaines qui ont la vérité pour objet, pourtant, rien d'indiscutable ne peut être formulé. En fait, toute la possibilité à faire du vrai quelque chose d'irréfutable viendrait sûrement de la formulation de la vérité à partir toujours d'un point de vue, d'une hypothèse, d'une expérimentation qui sera toujours menée par un individu en particulier. De là la nécessité d'adapter toujours les vérités formulées dès lors qu'une autre vérité verra le jour. On a quand même réglé un énorme problème. Ça n'a pas servi à rien. On sait distinguer maintenant celui qui sait de quoi il parle, celui qui cherche à établir une hypothèse de manière honnête, et celui qui cherche uniquement à nous persuader. Seul celui qui suit une méthodologie rigoureuse, seul celui qui cherche à valider ses hypothèses à l'aune des faits, lui, mérite notre confiance. Donc en réalité, la seule chose indiscutable, c'est les faits. C'est pas la vérité. Tout ce qu'on peut formuler à leur sujet est discutable, critiquable, réévaluable. Et d'ailleurs, c'est salvateur. Sans quoi d'ailleurs, toute possibilité de dire quelque chose de vrai serait purement et simplement impossible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez sans doute des remarques ou des questions? Je peux ouvrir le bal. J'ai entendu une sommité récemment sur France Inter ou France Culture qui reprenait justement cette pensée. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est ce qui nous semble être vrai ou ce qui est réellement vrai? C'est dans le cas de la science médicale. Par exemple, il y a un sujet qui est en l'air en ce moment, l'homéopathie, je donne mon avis. Et puis, je voudrais ne pas oublier, j'étais ici lorsque, il y a plusieurs mois de ça, je n'ai eu le temps de venir que 20 minutes avant la fin, c'était merveilleux, c'était le collègue professeur à Bartholdi, c'était le sujet, le sens des choses, le sens de la vie, et puis j'avais précisé que ce qui devrait nous intéresser, ce qui me passionne personnellement, quelle est la vérité de la vérité. Parce que chacun prétend effectivement, vous avez bien développé le sujet, donc c'est pas la peine de reprendre la formule, mais vous avez donc c'est pour ça qu'on parle à propos de l'histoire, chacun fait son histoire. Hein. Les pays ont tendance à faire leur histoire. La France a des historiens qui aujourd'hui
sans vraiment remis en cause. C'est ça la partialité, hein. Donc on n'est plus dans la vérité de la vérité. Mais on parle donc de la philosophie de l'histoire. Et moi, je suis passionné par une sommité dans ce domaine. Nous avons la chance d'être au PMC de Colmar. C'était classé dans les Alsatiques jusqu'à présent. Ils vont réapparaître. Ce sont les manuels d'Arnold Toynbee. C'est quelqu'un qui, dans l'objectivité, je crois, est le plus près de ce qu'on pourrait analyser, décortiquer comme étant le plus près de la réalité des choses, l'analyse des faits. Voilà, je me contente de dire ça avec l'idée. Et donc ils vont être accessibles à la fin de novembre. Voilà. Des couvertures de dominicains. Voilà, c'est ça. J'ai pas eu le temps de développer le passage sur la crise de la culture, l'hypothèse d'Anna Arendt sur l'interprétation. Le problème fondamental du souci d'objectivité, c'est que, déontologiquement parlant, c'est quelque chose qui doit être un devoir pour l'historien. Mais la possibilité de réaliser concrètement un tel devoir demanderait à... Je ne sais plus qui disait l'historien est un homme sans patrie. Je ne sais plus qui disait ça, mais ça voudrait dire que du coup l'historien devrait être un homme sans patrie. Ce qui me semble quelque peu problématique. C'était qui? Non, la notion de citoyen du monde, une personne du monde qui est dans une position de neutralité. Oui, ça me semble problématique. On a d'ailleurs des attaches, hein. On a automatiquement des préférences, on est attaché à des racines. Hein. Le problème étant qu'elle se manifeste, en plus je suis désolé, j'ai le micro, donc allez-y, je vous en prie. Non, des tendances de parti pris, hein. C'est ce qu'il faut dépasser, hein. Ce qu'on devrait essayer d'effacer, ouais, je fais partie de deux retardataires, et je m'en excuse, mais j'étais en train de dire, c'est un vaste sujet, la vérité, et moi ce qui me passionne, entre autres, vous avez, je répète que je suis je me dis newtonien, Newton étudié, moi qui suis un homme échémiste, hein, j'avais 20 sur 20 pour mon examen, et j'ai seulement appris il y a quelques 6 mois que Newton étudiait plus le Coran et les textes anciens, dont la Bible, que les matières scientifiques. Et qu'est-ce qui est sorti de Newton? Je ne pourrais pas faire ma pensée. Je crois que je suis en train de... Bon, c'est un truc tout à fait en rapport là, mais donc, je préfère renoncer, ça me reviendra. Si jamais ça revient, n'hésitez pas. Quelqu'un d'autre. C'est revenu. Si personne se manifeste. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans les textes anciens? À un moment donné, il y a le récit de Saul de Tarse. Ce personnage qui était odieux, qui a qui a participé à la lapidation d'Étienne et qui est devenu chrétien lui-même. Il se retrouve échoué, je ne sais plus sur quelle île, hein, donc oui, je ne suis pas un fanatique de la matière religieuse, mais je pense la connaître, et il est invité chez le proconsul romain qui dirige l'île en question. Il y a une merveilleuse tapisserie que j'ai pu voir au Grand Palais, il y a des années de ça, mais fabuleux, qui montre... Vous avez le sorcier qui est là, hein, qui a l'influence sur les hommes politiques, sur les hommes religieux, et Paul, on lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Et le texte dit, ce proconsul, homme intelligent, écoute les explications de Paul qui parle de la vérité. Ça nous fait penser maintenant à une autre chose que tout le monde connaît, Ponce Pilate qui demande à Jésus, c'est quoi la vérité, hein, voilà. Donc le débat est là. Hein. Bref, oui. On aurait pu aborder en plus... C'était soit la vérité doit être indiscutable, soit est-ce que le fait de parler de vérité au singulier pose pas problème en fait. C'était aussi une autre voie que j'aurais pu emprunter pour aborder le sujet. C'est extrêmement dangereux de parler de vérité au singulier, et je pense que là-dessus, il faut donner raison à Nietzsche. Hein, le caractère absolu, le caractère qui tend presque à la divinisation du vrai, à mettre des majuscules partout, à mettre des singuliers partout. En fait, on en arrive presque au fanatisme, finalement. C'est le risque. Toujours le risque. Dis-moi la vérité. La seule vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Mais c'est une vérité aussi. C'est un problème sans fin. J'aurais pu continuer. C'est très rare que l'auditoire soit aussi muet à la fin d'une intervention quand même.
On aurait pu aussi, avec tout ce distinguo dans ta partie scientifique, reparler de ce qu'on avait fait, si tu te rappelles, des cours de Jean-Luc Petit, avec cette histoire de différence entre l'induction et la déduction, toute cette tradition philosophique qui commence, si je ne m'abuse, avec Hume, avec le traité de la nature humaine, et oui, c'est vrai que le Treatise of Human Nature, où il explique clairement la différence entre croyance, fait avéré, principe de déduction, principe d'induction, etc., etc. Il nous avait d'ailleurs donné comme sujet pour montrer à quel point les gens croient en des choses qui sont indémontrées ou indémontrables. Il nous avait donné comme sujet de rédaction en 3e année de licence, chaque fois que c'est jour de marché, il pleut. Ah, oui, chaque fois que c'est jour de marché, il pleut, vous commenterez cette parodie d'induction. Voilà. Et Hume nous montre alors à ce moment-là à quel point c'est difficile d'arriver à une vérité scientifique sans la contester, sans qu'il soit incontestable ou vrai, puisque grâce au principe d'induction, il nous explique que nous prenons des choses qui nous sont arrivées dans l'expérience et on les généralise. Chaque fois que c'est jour de marché, il pleut, chaque fois que je vais à l'église, il y a un tremblement de terre, et ainsi de suite. Des choses plus ou moins plausibles, plus ou moins véraces. Et puis Hume en arrive au moment où il dit « Regardez ce qu'on appelle nos grandes lois, nos lois irréfutables des sciences. Si je prends un objet, je le lâche, il tombe. Principe de chute des corps, gravité universelle. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. » Et puis il conclut en disant tout simplement « Oui, c'est vrai, mais ce n'a été vrai que du temps observable de l'humanité. Tout cela est vrai jusqu'au jour où mon stylo, quand je le lâcherai, montera au plafond, ou jusqu'au jour où le soleil se lèvera de l'autre côté. » On a besoin en fait de ces choses-là. Ça me fait penser au sujet du CAPES de philo de l'an passé, il y a 2 ans, savoir et cesser de croire. Mais si on cesse de croire, ça veut dire qu'on cesse de croire que la réalité est connaissable. Si on cesse de croire, ça veut dire qu'on cesse de croire que je le lâche. Vous savez ce qui se passe si je le lâche? J'ai pas besoin de le lâcher alors. On le sait. Mais tant que je ne l'ai pas lâché, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. C'est ça, ça reprend à peu près ce genre de choses. Hein. Et après, jusqu'à ultimement dans cette philosophie des gens outre-Atlantique du XXe siècle avec Peirce et Russell, et le principe principle of abduction, le principe d'abduction de Peirce qui disait que voilà, une vérité, une grande découverte scientifique n'est pas unanimement scientifique, mais elle est au croisement entre le génie musical et l'irréfutable mathématique. Ouais. Voilà, c'est une autre manière de dénoncer la chose. Je ne sais pas si c'est si, comment dire, si grandiose. C'est plutôt la conviction qui façonne tout, et qui est le point de départ de tout. Pourquoi l'homme de science se lance dans la science? Parce qu'il a la conviction que c'est une entreprise qui pour lui mérite d'y sacrifier sa vie. Enfin d'y consacrer sa vie. Tout le monde ne finit pas sur le bûcher. Mais c'est la conviction qui est le socle de tout. Et ça, c'est bel et bien une croyance à proprement parler. Alors si la science veut être une méthode qui critique et qui doute de tout, elle ne réalise jamais son objectif. C'est ça. Vous avez prononcé le mot besoin, hein. On a besoin. C'est qu'à un moment donné, on approche quand même de ce qu'on a la conviction d'être la vérité, par exemple de l'avancement technologique. Regardez la conquête spatiale, on est parti sur des postulats. N'importe qui aurait pu les mettre en doute jusqu'au dernier moment. C'est aussi, je reviens sur Newton, quand Halley vient trouver Newton pour qu'il lui calcule sa période, il voit tout ce que Newton avait fait. Il dit, mais il faut publier tout ça. Il dit, mais j'en ai tellement marre, c'est moi qui formule un peu. J'en ai tellement marre, chaque fois que j'ai expliqué les découvertes, on m'est tombé dessus. Donc maintenant, je constate que l'homme de science, il faut qu'il se taise, ce qui n'est pas la solution, quoi. Et donc il a proposé, lui, il était fortuné, il a proposé de publier ces découvertes, ce qu'il a fait. Bien, ça nous a quand même permis, dans la vie pratique, on est quand même obligé d'arriver dans des solutions et d'avancer dans un chemin que quelqu'un nous dit, c'est pas la peine, c'est sans issue, vous allez rejoindre le bord d'une falaise. Bien sûr, l'objectif fondamental de la vérité, c'est pas l'acquisition de connaissances de manière désintéressée. Si on a besoin de savoir comment les plantes poussent, c'est parce qu'il faut manger. C'est l'agriculture qui est fondamentale. Si on a besoin de... Bien sûr, l'objectif, il est avant tout pratique et pragmatique. Mais c'est vrai jusqu'à ce que ce soit faux.
jusqu'à ce que tout soit faux. Et ce sera vrai du coup. Tout à l'heure, quand vous parliez de la vérité, vous avez dit que d'après Nietzsche, quelqu'un qui essaie de convaincre à la vérité, c'était quelqu'un qui exprimait son ego en fait. C'est bien ça? Il y a de ça chez Nietzsche, oui. En fait, il s'oppose, c'est un de ses objectifs dans la généalogie de la morale, et dans le Gai Savoir, et dans quasiment en fait tous ses bouquins, c'est de montrer que le scientifique n'est pas quelqu'un de désintéressé, malgré tout ce qu'il veut faire croire. Il n'est pas là au service de quelque chose d'autre. Il ne s'oublie pas dans l'histoire finalement. Parce que celui qui découvre quelque chose, c'est le Eureka de... ça m'échappe maintenant. C'est le Eureka d'Archimède, oui. Il y a une telle satisfaction et un tel contentement dans le fait de trouver quelque chose de vrai que la dimension d'ego ne peut pas être négligée. D'accord, parce qu'en fait, au IXe siècle, il y avait un maître soufi qui avait dit en fait qu'il était la vérité, parce qu'en fait, pour être maître soufi, il faut avoir tué déjà son ego en fait. Et donc à partir de ce principe-là, il comptait plus son ego, il se comptait inexistant, et seul, il y avait la création seule de Dieu, de la divinité, donc il avait dit « je suis Dieu », enfin « je suis la vérité », qui faisait partie d'un des attributs de Dieu. Et en fait, cette personne, elle a été exécutée parce qu'elle avait dit ça. Et du coup, ça contredit un petit peu, ou ça fausse la théorie de Nietzsche, en fait. Alors, pas du tout. Sur l'ego. Pas du tout, ça la confirme. Parce que c'est l'ego qui est derrière tout ça. D'après Nietzsche. D'après Nietzsche, évidemment. Hein, c'est fondamental, en fait, dans, comment dire, dans l'existence humaine. La notion d'ego, la notion d'affirmation de soi. En fait, pas que chez l'homme, finalement, chez Nietzsche. Tout ce qui vit veut affirmer le fait que ça vit. Et c'est ça qu'on pourrait, chez l'homme, traduire de manière assez sommaire. Hein, je ne suis pas spécialiste de Nietzsche, qu'on pourrait traduire derrière une certaine notion d'ego. Mais en tout cas, c'est ce qui est critiqué derrière la volonté d'objectivité et de neutralité chez les scientifiques. Il y a celui qui dit « je suis la vérité », alors là, c'est le plus gros melon de la pièce, là, pour Nietzsche. Mais moi je pense que en fait, il y a une différence entre traduire en français « je suis la vérité », il l'a sans doute pas dit comme ça, parce que sans doute les grands, les sages, ou les personnes qui ont atteint l'éveil, enfin pas beaucoup, ne le disent pas en fait, ils le sont, ils sont la vérité. Et ils disent pas, si à partir du moment où ils le disent, où ils le proclament, là on peut douter. Donc j'imagine que s'il l'a dit, il n'y avait peut-être pas le jeu, l'idée du jeu, parce que je suis... Oui, c'est secondaire la formulation finalement. Ils sont pavanés sur non pas moins, sans le dire. Ouais. Ou pas besoin de... C'est un engagement dans le fait de vivre aussi, l'ego. C'est pas besoin d'avoir un discours finalement. Encore une fois. Mais je crois que là on met le doigt sur une confrontation qui est typique entre les philosophes de l'Occident, chez qui tout est structuré, pas de problème, il y a un jeu transcendantal, il y a un ego, il y a ça. Et il n'y a pas cette espèce de dissolution du moi dans un tout qu'on retrouve dans certaines formes de philosophie, religion de l'Est, etc. Un peu, ouais. Mais il y a une réaffirmation de l'ego chez Nietzsche. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de l'auteur, donc je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, d'accord. Quel est le... C'est une construction, en fait, l'ego. Inventé par la philosophie, oui. Imposé par un besoin de stabilité, parce qu'on a peur, tout change tout le temps. C'est un grand disciple d'Héraclite, Nietzsche, tout bouge. Tout est en constante réactualisation. Donc on se rapproche plus d'une expression du vivant, c'est ça? Plutôt. Comment ça? D'une expression du vivant en tant que créature vivante qui est, plutôt qu'un jeu transcendantal, ou bien quel est le... Dans le sens du mot ego? Ouais. Mais en fait, il critique ce qui se cache derrière ce mot. Vouloir fixer quelque chose et vouloir créer une unité qui ne bouge pas. C'est ça qu'il critique. Donc, je ne sais pas si le mot est utilisé positivement chez Nietzsche, le mot ego. Je sais qu'il le critique beaucoup, mais je ne sais pas s'il l'emploie positivement. Il parlerait peut-être plutôt d'individu, et encore je ne suis même pas sûr, n'étant pas spécialiste de l'auteur. Oui, surtout de la difficulté des concepts de l'auteur. Aussi. Et change leur fluctuation, voilà, c'est ça. Voilà.
Merci, monsieur. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit et qui me semble fondamental. Quand vous dites la vérité, je peux considérer qu'elle est indiscutable pour moi. Mais quand on dit les vérités, à ce moment-là, ça devient discutable. Bien sûr. Donc je crois qu'il faut faire une très très grande différence entre la et les. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que dire la vérité, c'est ça qui ensuite... celui qui parle de vérité au pluriel, on peut difficilement le soupçonner de chercher à remplir de manière souterraine un agenda quelque peu douteux. Alors que celui qui dit la vérité, je suis dans le vrai. Là, pour le coup, ce que je dis est la seule chose vraie, donc c'est indiscutable. Soyons honnêtes. Oui, quand on parle de la vérité, vous l'avez déjà bien précisé, ça devient une question d'acception. Par rapport aux phrases qui viennent d'être prononcées, moi je vais simplement citer une phrase qui remonte au christianisme primitif. C'est ce que Jésus est censé avoir dit, je suis la parole et la vérité. C'est-à-dire que là, c'est pour celui qui veut vraiment accepter la croyance du christianisme, le sauveur envoyé par le Créateur, vous voyez. On rejoint ce que monsieur disait avant, c'est la vérité parce que c'est le Verbe, parce que c'est Dieu, finalement. Exception, donc c'est une affaire personnelle. Mais d'un autre côté, si on est nietzschéen, si on croit en plus rien, je crois qu'on est dans un monde où on voit presque, on a l'impression qu'on voit plus que ça. La vie n'a plus de sens, on n'a plus de chaleur humaine, parce que chacun veut croire à sa vérité, et comme quoi la vérité n'existe pas. Et finalement, on n'a plus de but, on n'a plus d'idéologie, on n'a plus d'idéal. En politique, tout le monde est démotivé. Moi, je voudrais souligner ça. À un moment donné, il faut croire d'une façon passionnée à quelque chose qui est le plus près de la vérité, en espérant que ce ne soit pas une connerie, quoi. Que ce soit purifié dans la pratique et que ça serve à quelque chose dans la vie de quelqu'un ou d'un groupe. La chose intéressante sur laquelle vous mettez le doigt, c'est que celui qui pense avoir la vérité, au moins est un homme de conviction. On en parlait juste avant. Mais de là à dire que, je ne sais plus comment vous avez dit ça exactement, bref, sur ce point-là, effectivement, c'est un moteur. Mais de là à dire que rien n'est vrai parce que le concept de vérité est multiple, je n'irai pas jusque-là. Parce qu'il y a toujours les faits. Les faits sont ce qu'ils sont. Moi, je ne connais pas très bien la totalité de Nietzsche, mais pour moi, Nietzsche, il me laisse rien, il me laisse le doute. Ah bah, tant mieux, je crois que c'est ce qu'il voulait faire. Le doute surtout. Je crois que c'est ce qu'il voulait faire. Alors le doute, il est merveilleux. Nous avons notre merveilleux philosophe là, qui vient de décéder, vous connaissez sa technique. Il mettait chaque fois en doute, donc on sortait des assertions, et puis il posait le doute, et il revenait et il nous instruisait. Tout le monde sait de qui je veux parler là. Michel Serres. Voilà, Michel Serres. C'était merveilleux, mais on apprenait quelque chose, c'était les pieds sur terre quand même. Sur le coup, je me dis, mais il va m'enlever toute la connaissance que je me suis donné la peine d'acquérir jusqu'à présent, que mes profs m'ont appris. C'est ça. Il retournait le problème, il le prenait par l'autre bout, et puis du coup, on était édifiés. Très intéressant. Et on continue au boulot et dans son loisir. Au tout début, mais finalement, c'est Platon. Mieux vaut ne rien savoir, et au moins, je le sais, je sais que je suis ignorant, que croire savoir des choses, pour ensuite après découvrir que c'est uniquement des fausses croyances. Ça c'est les mystiques aussi, les grands mystiques qui disent qu'ils ne savent rien en fait. Je sais que je ne sais rien, c'est apophatique, je crois que c'est ça. Oui c'est ça, ouais. Mieux vaut ne rien dire, parce qu'on parle de choses tellement grandes et qui nous dépassent. Oui. Guillaume Esther, il faudrait que l'individu s'efface complètement devant la vérité. Théologie négative, on ne parle pas de Dieu parce qu'il est tellement transcendant qu'on dirait que des conneries. Pour le dire poliment. Alors, quelques mots encore, je reviens aux sciences. Récemment, on a un exemple qui a fait du bruit, mais peut-être pas tant que ça, qui aurait dû peut-être être pas plus médiatisé, mais mieux expliqué.
c'est ces premières images des fameux trous noirs, des fameux trous noirs, etc. Alors tout le monde dit c'est dit, super, magnifique, etc. Mais il faut bien souligner une chose, en science, quand on a des avancées énormes ou des changements de situation, on parle de changement de paradigme, si j'emploie le terme exact. Et là, nous avons eu un authentique et véritable changement de paradigme, puisque toutes les spéculations sur l'existence ou la non-existence des trous noirs, qui ont quand même occupé à peu près 80 ans, peuvent maintenant s'arrêter. Seulement, qu'est-ce qui se passe alors? On sait que nous avions des théories fausses et des théories vraies. Mais pour autant, au nom de l'histoire de la science, on ne va pas jeter tout ce qui était faux. Sinon, on pourrait jeter, voilà, toutes les sciences passées. Et donc, ça devient un espèce de musée de l'histoire des sciences, peut-être labellisé sous toute la somme des connaissances universitaires, sur lesquelles certains peuvent encore travailler d'un point de vue historique, d'histoire de la pensée, mais plus spéculer. Il y a un écrasement des vieilles données par un nouveau paradigme, quelque part. Ben, la science est une entreprise continue. Oui. Je crois que c'est... Le nom m'échappe du coup. Philosophe français, c'est Cournot qui dit ça, je crois. C'est une entreprise continue. Et on se base sur ce qui a été fait par d'autres avant. Et si ça n'avait pas été là? Si ça n'avait pas été là, rien du tout. Si ça n'avait pas été là, pour se tromper ou pour énoncer la vérité avant, c'est exactement ça. Donc, il n'y a pas de physique quantique, il n'y a pas de théorie de la relativité générale s'il n'y a pas Einstein, s'il n'y a pas Newton avant. Absolument. Et il n'y a pas Newton s'il n'y a pas Aristote avant. Même si le caractère dépassé de certaines hypothèses qu'on pensait véridiques est attesté. Absolument. Et puis j'aimerais finir là-dessus, il y a ce renversement encore pire, encore plus incompréhensible qu'on trouve chez Kierkegaard à la fin, qu'on retrouve dans le post-scriptum Miette philosophique, où le philosophe va jusqu'à annoncer à la fin que, en fait, toute entreprise d'objectivité ne sert strictement à rien, et que la subjectivité de celui qui cherche à devenir individu ou à s'élever devient la vérité comme un propre à soi, comme une alternative spirituelle au monde extérieur. Oui, en choisissant le penseur le plus individualiste, subjectiviste et intimiste possible. Non, cette accusation de subjectivisme est douteuse. Certes. Je le confesse. Merci Clément. Merci à vous. On vous donne rendez-vous donc au mois de septembre a priori et de toute façon le 1er octobre avec Nicolas Grimaldi qui revient ici au PNC et qui proposera une conférence sur Van Gogh. Voilà. Nous allons boire un verre de l'amitié à l'apothèque dans la galerie à côté du Monoprix, si ça intéresserait. Bonne soirée.